chose, simplement en ce qui vous concerne, donc vous êtes donc de Strasbourg. Oui. Vous êtes de Strasbourg et donc avant 1939, vous aviez déjà un métier, je veux dire. Oui. Oui. Oui, mon père avait une fabrique de chemises et j'ai pris la suite. Vous avez pris la suite. Donc en 1900. Est-ce que par exemple en 1938, quand il y a eu déjà après Munich la mobilisation, vous avez été. Est-ce qu'il y a eu déjà un ordre de mobilisation ou ça s'est passé en 1939 en ce qui vous concerne? Ah ben, j'ai fait mon service militaire en 1930, Oui. 29-30, et puis on a été remobilisé en 38, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps, et on a été définitivement mobilisé fin 39. Fin 39, donc ça veut dire après septembre, après la déclaration. Non, au mois d'août à mon avis. Juste avant la déclaration. J'étais en vacances avec ma famille à Lyon-sur-Mer et je suis revenu et j'étais mobilisé. À Lyon-sur-Mer, près de Luc-sur-Mer. C'est ça, oui. Dans le Calvados. Oui. C'est ça. Oui. Côté Louis-Gat, c'est le. C'est ça. Et ma femme est restée, je l'ai fait rester là-bas. Elle est restée là-bas jusqu'à Noël 39. Et à ce moment, je l'ai ramenée. Et on a loué une villa à Gérardmer et elle est restée là jusqu'au moment où les Allemands étaient là, c'est-à-dire en 40, oui. quand ils étaient là. Donc en fait, vous avez donc été mobilisé alors, dans le 155e RAP, régiment d'artillerie de position. De position. Donc en fait, c'était lié à quoi? C'était lié à votre arme dans laquelle vous avez servi en 30. Oui, j'étais toujours dans l'artillerie. Dans l'artillerie. Donc vous êtes appelé dans ce corps, et ce corps se trouvait où quand vous êtes appelé? Ah ben ce corps, il était tout le long du Rhin, quoi. Enfin depuis Bischheim, ici en banlieue, oui. presque jusqu'à Wissembourg. Donc vous aviez quand même un endroit fixe, généralement, pour loger, pour vous entraîner. On était logés dans les fermes, là-bas. Oui, chez l'habitant, là. C'était évacué. C'était évacué. Donc en fait, c'était des parce que fermes réquisitionnées. Quand Strasbourg a été évacué, 1er septembre 39. Tout le long du Rhin, tous les villages étaient évacués aussi, et on habitait dans les maisons. Réquisitionnées. Il n'y avait pas de réquisition. Non, c'était pour loger. On logeait, les maisons étaient toutes ouvertes. C'est ça, elles étaient ouvertes. Donc, je crois que l'hiver avait été rude, hein, oui, très rude. Oui. Vous étiez nombreux, je veux dire, dans votre corps, nombreux à peu près, comme cela, pour avoir une idée. Je pense. C'est-à-dire, c'était un régiment, C'était des batteries. Des batteries? Oui, il y avait une batterie qui était à Gamsheim, une autre qui était à Herlisheim, une autre à Drusenheim, etc. Et vous faisiez des entraînements? Des entraînements de tir? Oui. Certainement, ou de briquer enfin, je veux dire, au cas où il y aurait des... Oui. On s'occupait du matériel. Il n'y a pas eu non, pas de percée, parce que je sais qu'il y avait une petite percée dans la Varne, ça ne vous a pas du tout concerné? Non. Pas du tout, hein? Non, plus au nord. Ça, c'était le long du Rhin. Oui. C'était au nord. C'était plus au nord. Sarreguemines. Et le moral entre vous et vos camarades? Il était bon. C'était bon. C'est-à-dire, on pensait que les lignes, à l'époque, que les Français... On pensait que notre ligne Maginot était imprenable. Voilà. Et les rapports entre les soldats et les officiers, bonnes aussi? Il y avait des officiers, sous-officiers, vous aviez certainement, je ne sais pas, un capitaine ou un... Oui, on avait un commandant. Ouais, un commandant de votre corps. À Herlisheim. Oui. Donc, vous êtes là pendant la drôle de guerre. Et la campagne de France, comment ça s'est passé les premiers jours au niveau de votre corps quand les Allemands ont engagé cette guerre de mouvement? Est-ce que vous avez été tout de suite sollicité pour répondre? Je vous dirais que comme j'avais une fabrique de lingerie, chemiserie
qui se trouvait, ça c'est peut-être pas la peine d'en parler. Non, dans le sens, Nous avions une fabrique de chemiserie, oui. lingerie, qui employait 250 ouvrières, à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg, évacuées. Donc de chemiserie. Oui. Et un jour, j'ai eu la visite d'un lieutenant qui m'a dit on manque de pantalons grande taille pour l'armée. Est-ce que vous seriez prêt à rouvrir votre usine pour fabriquer des pantalons grande taille? Je lui ai dit pantalon grande taille, pantalon c'est un tissu épais, nous on a travaillé, on faisait de la lingerie. Enfin, je veux bien essayer. Mais il savait que vous étiez... Oui. C'est vous-même qui lui avez dit... Non, je ne sais pas, il a dû le savoir. En discutant, parfois, oui. peut-être. C'est pas moi qui non, posais en fait, la question. Et on m'a chargé alors d'essayer de remonter l'usine avec des ouvrières qui venaient avec un sauf-conduit tous les jours, des patelins un peu plus loin, qui n'étaient pas évacués, étant donné que Schiltigheim, Strasbourg, tout ça, c'est évacué. Il fallait aller à une quinzaine de kilomètres, même pas une dizaine de kilomètres. Qui ne soit pas évacué. Et alors j'ai trouvé un certain nombre d'ouvrières et puis nous avons recommencé à travailler. Moi j'étais pendant 2 mois en affectation spéciale, c'est-à-dire que j'étais civil. Et après 2 mois, je suis redevenu militaire parce qu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me laisser. Ces 2 mois d'affectation civile, c'était à peu près entre affectation spéciale. L'affectation spéciale. C'était. Ça devait être fin 40. Fin 39. Peut-être novembre 39 à janvier, peut-être. Oui, et alors j'étais remobilisé et j'ai continué à m'occuper de l'usine et à fabriquer des pantalons grande taille jusqu'à la débâcle. C'est-à-dire même pendant donc, la campagne de la... Alors quand ça a commencé à tirer, nous avons tiré, eux ont tiré, etc. C'est-à-dire ils tiraient sur les avions, Oui, ils tiraient sur n'importe quoi. Hein. Ils tiraient sur les chars ou sur les batteries, sur les batteries ennemies qui s'étaient approchées. Oui. Et un beau jour, on a eu l'ordre de décrocher et de se replier vers les Vosges. C'est-à-dire, on était encore certainement en juin, là, juin 40, non? Oui. On a eu l'ordre de se replier et je me rappelle que j'ai chargé ma voiture avec tous les pantalons qu'on avait fabriqués. Hein, et je suis parti vers les Vosges, je suis parti vers... Donc là, vous étiez en civil? Non, j'étais en militaire. Mais vous aviez votre voiture? Oui, j'avais ma voiture. Oui, et vous êtes parti... Parce que je n'ai été que 2 mois en affectation, voilà. En civil. Je suis parti avec ces pantalons et j'ai essayé de rejoindre mon unité que je n'ai pas trouvée. En fin de compte, je me suis retrouvé près de Gérardmer et je me suis mis à la disposition de l'état-major de la 5e armée, 4e bureau, dont je dépendais au point de vue livraison et je leur ai déposé mes pantalons. Oui. Et je suis resté avec l'état-major de la 4e armée, l'état-major de la 5e armée, le 4e bureau de l'état-major de la 5e armée, c'est ça. dont le général commandant était le général Bourret. Oui. Et on s'est trouvé au-dessus de Gérardmer, en pleine forêt. Et un beau jour, le colonel a dit c'est fini, on va descendre à Gérardmer. C'est fini, donc c'était l'époque d'armistice. Oui. Autour du 22 juin, sans doute. Oui, c'est ça. Et on est descendu en rang au pas cadencé, et avec des officiers. Moi, j'étais le seul sous-officier. Donc vous étiez sous-officier en tant que maréchal des logis. Maréchal des logis, c'est un sous-officier. C'était sous-officier, donc vous étiez sous-officier. Mais vous étiez le seul sous-officier. Oui, je crois. Moi, à Gérardmer. À Gérardmer. Et on est descendu et... Non, il devait y avoir quelques autres sous-officiers, quelques hommes de tout. Enfin, pas nombreux. Et quand on est arrivé à Gérardmer, les Allemands nous ont dit, les officiers à droite, on nous emmène à la caserne des chasseurs, et les hommes de troupe vont dans un champ. Et alors, comme les officiers, mon commandant savait que je parlais l'allemand, il m'a dit, vous restez avec nous, comme interprète. Et on a été
On nous a mis dans la caserne des chasseurs. On est resté quelques jours. On était convenablement traités, les officiers. Et nourriture convenable. Enfin, c'était des Français qui faisaient la cuisine. Oui. On restait quelques jours. Et vous étiez gardé donc par des Allemands. Oui, on ne pouvait pas les Vous avez promener. l'arme au poing, Oui, mitraillette. oui, Oui. oui. Vous avez quand même pas mal. Vous avez... Oui. Après cela est arrivé le plus sale moment de ma captivité. Oui. Ma De toute captivité, votre captivité, c'est-à-dire à Gérardmer. à Gérardmer. Oui. Oui. À Gérardmer, parce qu'un beau matin, on nous a dit, tous les officiers, rassemblement, le général allemand, je ne sais pas, je ne me rappelle Vous plus l'avez son vu, nom. ce général? Oui, oui, attendez. Le général allemand veut vous parler. Vous étiez convoqué. Et nous avons été emmenés dans le hall du grand hôtel de Gérardmer. Je ne sais pas s'il s'appelait hôtel du lac ou quelque chose, il était tout près du lac. Il y avait un hall énorme. Et dans ce hall... Il donne sur le lac, c'est ça? Oui. Et dans ce hall, il y avait, je ne peux pas vous dire combien d'officiers, mais je le taxe de 100 à 150 officiers. Français. 100 à 150 Oui. officiers français, dont une dizaine de généraux. Parce que tous les généraux français qui commandaient dans le secteur avaient été rapatriés. Regroupés Il y là. avait au moins 150, 150 généraux. 105 officiers. 150 officiers. 150 officiers, dont une dizaine de généraux. Oui. Et on a demandé au petit maréchal des logis, Charlie Gainsbourger, de faire l'interprète. Entre le général allemand. Entre le général Quand il allemand parlait. qui les a harangués. Et alors c'est vous qui avez. Moi qui ai fait l'interprète. Oui. Et alors c'est là qu'est arrivé le plus sale moment de ma captivité. Parce qu'il nous a parlé en nous disant: vous avez été de valeureux officiers, vous avez fait votre devoir, Oui. vous n'étiez pas assez armés, nous étions armés plus, nous inclinons devant vous, vous êtes Bien battu. des valeureux combattants. Et voyez-vous, chers camarades, tout ce qui vous est arrivé, c'est la faute des Juifs. J'ai dû traduire ça. Oui, ça devait être dur. Oui. Ça a été le plus sale moment de ma Oui, captivité. oui. Tout ce qui vous est arrivé, c'est La faute des Juifs. C'est ça, alors évidemment, déjà. Les officiers français ne disaient rien, vous savez. Là, juste une toute petite parenthèse. Est-ce que, auparavant, vous aviez senti, comme vous m'avez dit que vous étiez plutôt au travail en confection, est-ce que vous avez senti entre les soldats juifs, parce qu'il y en avait sans doute quelques-uns, et les autres, une différence ou non? Auparavant, je parle en mai-juin 40, non, pas. Non. Non. Il y avait une bonne camaraderie, Oui, quelles que soient ses origines confessionnelles. Oui, je sais que dans le même patelin, à Elisheim, il y avait un camarade qui s'appelait Lévi. Oui. Non, mais pas spécialement. Donc vous avez traduit, et on est en juin 40. Vous resterez combien de temps à Gérardmer après cet épisode? On n'a pas dû rester longtemps. Pas longtemps. 3 jours. Et puis on nous a emmenés, tous les officiers ont été emmenés en autocar à Colmar. Donc vous n'avez pas été emmené? Si. Officier et sous-officier alors? Officier seulement, j'étais le seul sous-officier, moi j'étais interprète. Ah oui, donc vous avez été avec les officiers. J'étais avec les officiers. Oui. Alors vous étiez donc en habit vert, en habit de soldat, en habit de oui, couleur kaki. Non, juste comme ça, ou bleu. Juste comme ça, pour avoir bleu, hein. Juste pour avoir une idée, pour moi c'est important parce que parfois, vous savez, Non, c'était kaki. C'était kaki, hein. Moi je veux juste avoir. C'était kaki, hein. D'accord. Donc vous avez été à Colmar, vous êtes dans l'autocar avec les officiers, donc tous les officiers étaient dans l'autocar. Oui, il y avait plusieurs autocars. Il y avait plusieurs, puisqu'il y en avait, vous m'avez dit tout à l'heure, 150 au moins, à peu près, 150. avec des généraux, donc 15 au moins 10 généraux. Oui. Donc vous arrivez à Colmar, et là vous allez dans une caserne Non, là on nous a emmenés à l'usine Kiener, qui est une fabrique. Kiener, c'est K-I-E-N-E-R. K-I-E-N-E-R, c'est ça. Donc c'était une fabrique textile. Une fabrique textile, oui. Textile. Oui.
Et Et vous êtes resté quelque temps, pas longtemps. pas longtemps. Et on a demandé aux Alsaciens de sortir et on nous a emmenés au vieil hôpital à Colmar. Vieil hôpital. Vieil hôpital. Il y avait une raison précise ou c'était non, l'ordre et alors administratif? là on était mélangés hommes de troupe et Soldats il y avait aussi quelques officiers. et officiers. Et là on nous a dit vous allez être libérés, alors veuillez remplir des fiches. On nous a donné des fiches. C'était des fiches de démobilisation? Non, des fiches où on devait indiquer tout, où on était né, de la profession, tout ce que, où on habitait, etc. Oui. Et on nous demandait notre religion. Ah, oui. Alors moi j'ai rempli tout, et quand pour la question religion, j'ai mis aune religion, sans religion. Vous avez peut-être bien fait. Non. Non, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. De toute façon, je crois que les conventions de Genève protégeaient par la suite, oui. Les officiers. Enfin, si vous l'avez fait, peut-être vous aviez peut-être une crainte, enfin tout, oui. De la suite. Et puis, 2-3 jours après, ils ont appelé tous les Alsaciens, chronologiquement, l'un après l'autre, un tel, vous rentrez chez vous, etc., etc., etc. Et puis en fin de compte, il ne restait qu'une trentaine de gars, tous vifs, des viols. Ah bon. Et qui sont restés. Et les autres sont rentrés en Alsace, par exemple, chez eux. Donc en fait, c'est la confession qui était le critère pour... Ils ont libéré tous les chrétiens. Ils n'ont pas libéré les protestants et pas les juifs, ils les ont gardés. Donc vous vous êtes trouvé avec certains que vous connaissiez peut-être, quand même, pas beaucoup, quelques-uns que je connaissais. Il y avait entre autres le René Worms. Il est mort, on a entendu parler, non? Il devrait être mort, étant donné c'était un ancien. Oui, on en a parlé à Nancy. C'est assez marrant. Hein. Voilà. Oui, c'est lui ici, là? Sous mon doigt, là. Sous votre doigt. Attendez, je crois que j'en ai une plus grande. J'en ai une plus grande, attendez. Oui, ça fait rien, je donc ça, c'est une photo de... Ça, c'est au camp. Quand vous étiez plus tard à... Voilà. C'était à la Grandy. Ah oui. Donc il est là-haut. Hein. Alors lui c'est donc... Il est là, hein. Oui. Ça René Worms. Et vous êtes dessus, sans doute, non? Oui. Donc j'essaie de deviner, mais c'est peut-être pas évident. Alors, où est-ce que je suis? Je sais pas, à première vue... Peut-être là, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Non, je crois pas. Là. À côté de Job de Lunéville. Ça, c'est Job de Lunéville. Ça, c'est Job de Lunéville. Ah, c'est vous. Vous êtes bien au centre, hein? Oui. Ah oui. Et là, c'est donc tous sur cette photo, ce sont tous des juifs. Non, les deux derniers là ne sont pas de notre groupe. Ils ont été pris en photo avec nous. Les deux là, la chemise blanche et celui-là, ils n'étaient pas. Et qui? Ils n'étaient pas la baraque Benz. Qui a pris la photo? C'était les Autrichiens. Ils passaient de baraque en baraque. Et alors, comment vous avez pu la récupérer? Ça c'est l'original, vous voyez, avec les signatures de... Ah oui. Ça c'est l'original, je vais faire un agrandissement. Donc, mais c'est-dire que vous en avez donné une photo? Non, on les a achetées. Vous avez acheté? Ils ont pris, dans toutes les baraques, le photographe a passé. Hein. Un photographe officiel. Officiel de autrichien. Et après, ils nous ont dit, voilà la photo coûte. Voilà, et vous l'avez gardée, et là vous avez fait signer par vos camarades quand vous étiez donc très bien, vous étiez donc interné. Donc ça c'est plus tard, hein, déjà. Oui, ça c'est plus tard. Oui, c'est plus tard. Non, mais c'est seulement pour vous parler de... C'est de René Worms, en fait, oui, donc il est là. René Worms. Mais je dis que je pense qu'il doit être décédé, étant donné qu'il avait fait la guerre de 14. Oui, il y a des chances. Parce qu'il devrait avoir peut-être dans les 100 ans d'avant. Oui, la guerre de 14, admettons qu'il ait été mobilisé à l'âge de 18 ans même. Oui, il aurait 95 ou... Oui, c'est très âgé. Il n'a pas fait toute la guerre de 14, il a été mobilisé. Il a été mobilisé peut-être en 16 ou 17, dans les chances qu'il soit décédé. Oui. Donc en fait, vous êtes à Colmar, et alors vous avez par la suite, vous irez à Belfort?
Puisque vous avez parlé de, Alors, de triage, Colmar, Belfort. Oui, alors on est resté quelques jours là-bas. Donc à Colmar, oui. Quelques jours là-bas, au vieil hôpital. Et puis. Donc c'était les Juifs qui ont été triés. Les Juifs qui étaient triés, oui. Et un beau jour. Et un beau jour, on nous a emmenés à la manutention à Colmar. Et à la manutention à Colmar, c'est un grand bâtiment qui existe encore aujourd'hui. Et on nous a emmenés tout en... Pardon, on nous a emmenés dans le dernier étage de la manutention, tout en haut, dans un enclos, dans la grande salle du dernier étage, et qui était entouré par des fils de fer barbelés. Parce que les Juifs devaient être là, à l'écart. Ils ne devaient pas être mélangés aux autres. Donc il y avait d'autres... il y avait dans la manutention, il y avait quelques, je sais pas, 2000 ou 3000 hommes qui étaient partout, des prisonniers de guerre. Et nous, les Juifs, on était en gros dans un enclos réservé. Et vous êtes restés là à peu près? Et là, on est resté quelques jours, quelques jours, je sais pas, 2-3 semaines. Comment s'organisait la vie? C'était pas évident, non? Vous saviez à manger? On nous amenait une soupe, etc. Oui. On avait le droit tout juste d'aller aux toilettes en bas. C'était superposé, c'était des... Pour dormir. On avait... Ah bon, on couchait par terre. Couché par terre, à même le sol. Donc on est peut-être en juin, juillet, août, peut-être à peu près. Juin 40. Fin juin 40. Fin juin 40. Oui. Donc vous restez dans cette usine de manutention. Oui. Enfin, c'est pas une usine, c'est une manutention militaire. Une manutention C'était militaire. la manutention militaire. À Colmar. Et là, on n'était pas bien. Non, là c'était vraiment des conditions. Oui. Plus de sommaire. Et un beau jour, on nous a emmenés dans un grand camping en dehors à côté de la caserne, des casernes à la sortie de Colmar. Et là, je ne sais pas combien de jours on est resté. Et puis un beau jour, on nous a embarqués en train pour Belfort. Vous êtes parti pour Belfort. Et toujours entre Juifs, là? Toujours entre Juifs. Toujours entre Juifs. Donc c'est un train où il y avait que des Juifs ou certains wagons? Je ne sais pas s'il y avait... enfin, nous, les Juifs, on était tous ensemble. Ensemble. C'était des wagons bestiaux. Des wagons bestiaux, oui. Pas de wagons. Oui, pas de wagons. Et alors, on nous a emmenés à Belfort, quartier Bougenel. Bougenel. Au quartier Bougenel. Bougenel, B-O-U-G-E. B-O-U-G-E-N-E-L. Voilà, reste Bougenel, oui. Et là, on a été dans des casernes. Et là, on avait des lits, enfin pas des lits, mais vous savez, 3 étages de paillasse, quoi. C'est ça, superposés. Et là, on est resté pendant quelques semaines. Donc ça devait être juillet, août, quoi. Jusqu'au jour du Rosh Hashanah. Donc septembre, jusqu'à là vous avez un repère. Jusqu'au jour de Rosh Hashanah. Oui. Donc vous êtes resté à Belfort jusqu'au jour de Rosh Hashanah. Et là il y avait dans le camp il y avait de tout. Hein. Oui. Il y avait des Espagnols entre autres. Qui avaient combattu. Je ne sais pas s'ils avaient combattu ou s'ils avaient été oui. Peut-être parfois des engagés volontaires. Il y avait des sous-officiers. Il y a eu des engagés volontaires. Oui. Il y avait des Espagnols, il y avait toutes sortes de gens. Et nous étions cloîtrés dans le... Enfin, on pouvait sortir dans la cour. On pouvait quand même discuter avec les autres. Et on nous emmenait, la plupart d'entre nous, on nous emmenait tous les jours, sauf le dimanche, dans la forêt de Giromagny. C'est pas de Belfort, ça, oui. Près de Belfort. Oui. En forêt de Giromagny, où on ramassait des obus. Parce que les Français avaient laissé des tas de... Il n'y en a pas eu, ils sont morts? Non, il n'y a pas eu de... À mon avis, il n'y a pas eu de... Non, on faisait du triage d'obus. Triage d'obus, c'était... Il y avait des stocks énormes. Oui. Et alors là, dans ce à Belfort, les Juifs devaient tous porter ce brassard. Ah bon,
brassard permettez. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué C'est- dessus, mais c'est un c'était un brassard bleu. Et vous le portiez où, ce brassard? Là. À la main gauche, enfin au bras gauche. Oui, je crois au bras gauche. Oui, là j'y ai marqué, je ne sais pas, 73, GV, C13, c'était je ne sais pas quoi. Hein. On devait reconnaître les juifs qui se promenaient dans le Oui. quartier. Il y des autres. avait donc déjà l'idée de les isoler, Oui. je ne dis pas de les humilier, mais enfin de les marquer, de Oui. les mettre à part, hein, c'était quand même évident, hein, avec un brassard. Est-ce qu'il y avait quand même, non, il n'y avait pas de colibé, ou De de colibé, ou de la Non. part de, Non, même des des autres. Allemands, ou de la part des Allemands, parce que vous compreniez ce qu'ils Oui. disaient, alors est-ce qu'il y avait des remarques parfois un peu acerbes? Je ne Non. sais pas, non, vous ne vous sentiez pas au... Non, il y avait Ils obéissaient. il y avait un commandant de camp qui était un ancien restaurateur de Strasbourg, un salopard, hein, Oui, oui. qui avait mis un grand placard à l'entrée à la sortie du camp en mettant si vous désirez vous évader, n'oubliez pas le sort de vos familles. C'est ça. Oui, sous-entendu, Si vous tu n'avez fous pas le intérêt, camp, ta famille va être. on va avoir, Il y avait un grand machin. c'est ça, oui. Donc, Belfort, Et alors on est resté là Quelque temps. Je sais pas, 2 mois. 2 mois à Belfort, 2 oui. mois. Puis un beau jour, il y a eu une fouille générale. fouille générale. Fouille générale, on a enlevé vos vestes, etc. Et on nous a, le lendemain ou le surlendemain, on nous a dit, vous partez compagnie de travailleurs à Levallois-Perret. À Paris. On nous a dit ça. On nous a dit ça. Et puis on nous a embarqués dans des wagons. La gare était, le train passait juste derrière, le quartier Bougenel. Oui. On nous a enfermés dans des wagons, bouclés, etc. Oui. Où on avait à peine la place de s'asseoir. Encore une fois, entre juifs. Dans votre Rien wagon, que des en tout cas, juifs. Rien que des juifs. Rien que des juifs. Et vous pensiez aller à Levallois-Perret? Non. Non, parce que en fonction de la direction, vous étiez bien que ce qu'on vous racontait. Alors on a été bouclés là-dedans et on a voyagé pendant 2 ou 3 jours. Oui, non, vous disiez bien que vous n'alliez pas à Et Levallois-Perret. on a passé par Strasbourg, la banlieue Oui. de Strasbourg, on a Oui. vu Strasbourg, parce qu'on avait des petits hublots qu'on pouvait Vous voyez à travers. Oui. Et alors, aucun WC, rien du tout. Oui. On avait des boîtes de conserve dans lesquelles on faisait nos machins, puis on Besoin. les jetait. Vous les par- jetiez, c'est pas évident, hein, tout ça. On nous a arrêtés une fois. Oui, alors on a vu qu'on passait à côté de Strasbourg, et on a passé à Raguenau. Et après, on a dit, ça y est, on est en Allemagne. Oui. Et alors, on a voyagé comme ça pendant 3 jours. Une fois, ils nous ont arrêtés dans un endroit isolé où on a pu sortir et faire nos besoins. Oui. Et puis, on s'est retrouvés un beau matin à l'est de Vienne, Oui. à Bruck an der Leitha. Brook Anderlecht. An der Leitha, c'est-à-dire Bruck sur la Pont. Leitha. La Leitha, c'est une Rivière. Le Laïta, L-E-I. L-E-I-T-H. T-H-A, oui. Bruck an der Leitha. Oui. Donc vous étiez en Autriche, enfin c'était l'Allemagne, puisque ça avait été annexé, mais enfin c'était l'Autriche, correspondant à l'Autriche de nos jours. Oui. C'est ça. Oui. Et là donc vous êtes descendu On est descendu des wagons, du train. et vous allez. On nous a mis- fait aller en colonne, on a traversé un village et on est arrivé au camp de Kaiserstein. C'est ça. C'est le camp où vous alliez rester prisonnier. Oui. Le camp dont on a toujours dépendu. Oui. Donc comment s'est fait l'arrivée justement dans ce camp? Vous avez été reçu par qui quand vous êtes arrivé Eh bien, quand on ce est arrivé camp? dans le camp, on a d'abord passé à la désinfection. Il a fallu se mettre tout nu. Et on a passé tous nos affaires alors que nous n'avions aucun pouls ni rien du tout. Tout a été passé dans des appareils. Oui, je sais pas quoi. Oui, Enfin, c'est ça. on a pu tout récupérer, mais on a passé là et puis quelques jours après, on avait des pouls. On n'avait pas eu jusqu'ici. Hein. Enfin ça c'est de la promiscuité, hygiène peut-être, c'est pas bonne. Hein. Et Donc vous avez été reçu par c'était donc un commandant de camp, je ne sais c'était plus, ou des officiers. des officiers avec des soldats. Oui, Vous oui. êtes passé dans des bureaux sans doute? Non? Vous
vous souvenez de passer devant quelqu'un ou il fallait non, l'un après l'autre? Non, même pas. Oui, si. Sans doute. Oui, si. Pas d'interrogatoire. Non, pas non, d'interrogatoire. non. Donc directement, vous avez été affecté à à un baraquement. Un baraquement. Oui, c'était la baraque 26. Oui, la baraque 26. Dans laquelle il y avait 600 juifs. Ah oui, bon, alors on couchait, c'était des anciennes écuries, on couchait par terre, l'un collé à l'autre, ou alors il y avait ils avaient mis des rayons, si vous voulez. Il y avait 2 étages, on couchait là, oui. l'un contre l'autre. On avait le matin, on avait un robinet qui nous permettait de prendre de l'eau pour boire dans la journée. C'est ça. Donc vous êtes donc dans dans la baraque 26, la baraque 26 du camp de Kaisersteinbruck. Ce camp, est-ce que vous pouvez le décrire comme ça géographiquement? Est-ce que c'est un camp plat? Est-ce que c'était un peu en altitude? On va dire que c'était à 15 km de Vienne, c'est ça? Ou c'était le plus loin? Un peu plus. C'est en altitude que j'ai une idée? Non, c'est pas. C'est plat, c'était plat. Près d'un village? Près d'un village, oui. Près d'un village, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. À 6 km de Bruck an der Leitha. Donc à 6 km. Oui. Et donc vous êtes avec ce groupe juif. Et alors, la baraque 26. La baraque 26, entre juifs. Et vous avez d'abord travaillé sur une route. Ça veut dire quoi concrètement comme travail? Non, alors attendez. Oui, il y a peut-être autre chose auparavant. On n'est pas resté longtemps dans ce baraquement. Dans ce baraquement. Et un beau jour, on a dit, vous partez en commando. Oui. Et on nous a emmenés, toujours en train, à 80 km. Nous étions 80. On nous a emmenés à côté de Glocknitz. Oui, j'ai entendu parler de ça. À côté de Glocknitz. Glocknitz, c'est G-L-O-G. G-L-O-G. G, Glock. N-I-T-Z. Je ne sais pas s'il y a 2 G ou... Glocknitz, oui, c'est ça. C'est au pied des montagnes. Si jamais je reprends en voyant certains points, il faut que je sache bien les noms géographiques. Au pied des montagnes, alors. Au pied des montagnes. Et là, on a été mis dans un commando à quelques kilomètres de Glocknitz, à Aue. Aue, A-U-E. Ah. Et on était un commando de 80 dans une ferme, mais séparée d'une ferme, avec des lits superposés, enfin des paillasses superposées. On était dans une pièce comme celle-là, on était à 30 à coucher, n'est-ce pas? Alors donc vous travaillez à la réfection d'une route? Alors là, il y en a qui ont travaillé sur le Weinweg, à ranger cette route, et d'autres ont travaillé à la Gipsberg, à une carrière de pierre. Et vous avez travaillé sur cette route. Et donc vous travaillez combien de temps? Le matin, le bon matin, vous vous réveillez à quelle heure par exemple? Vous ne vous souvenez plus, assez tôt? Ça allait avec le soleil. Avec le soleil. Oui. Oui, donc on vous réveillait. Et là on avait de quoi se laver, il y avait des... C'était mieux qu'au camp, baraquement 26. Et la nourriture aussi était un peu mieux. Meilleure. C'était quoi la nourriture? De la soupe? De la soupe. Un mélange de... La soupe et des pommes de terre. Parce qu'on va parler parfois d'épluchures qu'on mettait à l'intérieur de soupe, parfois, enfin toutes sortes de choses, quoi. Parfois on avait droit à des saucisses. Oui, il y en avait de temps en temps. Oui. Ça allait, la nourriture. Ça allait. Donc vous avez travaillé sur la route, vous étiez donc gardé par des soldats. Oui. Des soldats allemands qui vous surveillaient. On avait un qui venait avec nous, oui. Mais on m'a dit que, je ne sais pas si c'est dans votre cas, que souvent on les achetait, les soldats. C'était bienveillant même. Oui, en leur donnant de la nourriture, parce que vous receviez des colis. Oui, il y avait, quand on recevait un colis, mais c'est pas normalement, on vous le donnait. Et il fallait l'ouvrir devant les soldats. Devant les soldats. Et alors quand il y avait une boîte de conserve comme ça, ils perçaient pour voir ce qu'il y avait dedans, oui, etc. Pas... Alors que quand on glissait une demi-tablette de chocolat
sentinelle. Sentinelle. Il disait, bon, ça va, prends ton colis et fous le camp. C'est ça, oui. Oui. Donc la route. Puis après, donc vous êtes resté quelque temps à travailler dans ce commando. C'était que des juifs, non? Que des juifs. Que des juifs toujours. 80 juifs. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple parmi ces juifs que vous connaissiez, ou avec qui vous étiez rentré en amitié, comme ça, que j'ai une idée? Ah ben il y en avait. Comme ça, si vous Il y a Jean souvenez. Libert qui habite tout près d'ici. Jean Libert. Jean Libert. Jean Libert. Libert, c'est L-I-E-B-E-R. Oui, Jean Libert, oui. Oui. Il y avait Titi Sagne. On m'avait dit qu'il habitait Bar, mais il habite pas Bar, ce Jean Libert. Il est originaire, il avait son affaire à Bar. C'est ce qu'on m'a dit hier, oui. Il avait son affaire voilà. à Bar. Donc il y avait Diti Saïm, mais il est mort, on m'a dit. Diti Saïm, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, Diti Saïm. Une crème de nougat, quoi. C'était lui, là. C'est lui au milieu. Avec les lunettes, au milieu, là, chauves, là. Lunettes. Oui, Diti Saïm. Qu'est-ce qu'il faisait, Diti Saïm, par exemple? Papier peint. Papier peint. Et Jean Libert, lui, vous m'avez dit qu'il travaillait... Il est dessus, là, Jean Libert? Non. Oui, oui, Jean Libert, c'est de l'extrême à côté de Worms. En haut. Ah, à l'extrême avec son béret? Non, non. Non. Vous voyez Worms? Worms, c'est là. Worms, c'est là. Ça, c'est Libert. Ah, et Worms, c'est... C'est le seul. C'est là. Ah oui. Ah, oui. Vous formez un bon groupe apparemment. Hein. Oui. Oui, donc vous êtes une soixantaine. Et alors 80. 80, et puis vous ajoutez que vous avez vous êtes évadé. Oui. Alors là, vous pouvez un peu narrer cette évasion? Après quelques mois passés là, j'en ai eu marre et j'ai décidé, je vais tâcher de rejoindre la Suisse, Oui. qui était assez loin. Et puis un beau matin, je suis arrivé parce qu'on n'était pas là tellement surveillés, on n'était pas tellement surveillés, n'est-ce pas? C'est l'âge. Le matin, j'ai pu... Ce commando, d'ailleurs, était commandé par un Feldwebel, un adjudant. Un adjudant. Et il y avait, en plus de l'adjudant, il y avait 4 ou 5 hommes. C'est tout pour garder le commando? Ou 6 hommes. 6 hommes pour 80, Oui. c'était pas énorme. Hein. C'était pas énorme. Et un beau jour, j'ai dit, j'en ai marre, et puis j'avais une tenue de travail, bleu kaki, bleu de travail. Bleu de travail. J'ai mis cette tenue de travail sur mon vêtement militaire. Sous ou Sur. Sur, oui. Sur. Et puis, j'avais emmené ce que je pouvais comme nourriture, des colis que j'avais reçus. C'est ça. Et puis je suis parti dans la nature. Derrière nous, il y avait la forêt et la montagne. Hein. Oui. Et une demi-heure après, j'ai été... Il y a l'adjoint au... Comment ça s'appelait? Enfin, le type qui commandait le district civil. Oui. Avec un garde-chasse qui m'arrête et qui me demande ce que je fais là. Je dis, je me promène. Alors, il me dit, il faut rentrer avec nous au commando. Alors, j'ai dit non, ça ne marche pas. Alors, le Tripsur, là, le responsable, dit, bon, je vais chercher une sentinelle. Il est parti et puis le garde-chasse est resté seul avec moi. Alors, j'ai commencé lentement à marcher. Il m'a dit, si tu continues à marcher, je tire. Vous avez continué. Et moi, j'ai couru comme un fou, et il n'a pas tiré. Et comme ça, je suis resté j'ai marché pendant 3 ou 4 jours, hein, en direction de la Suisse. D'abord, je marchais sur le soleil, n'est-ce pas? Vous avez tenu sans manger? Ah ben non, j'avais de quoi manger dans ma musette. Dans ma musette, vous aviez votre musette de J'avais la journée, de la... Et j'allais en direction de la Suisse, au point de vue étoile, au point de vue soleil, je savais que la direction était bonne. Et le matin, je me rasais dans les cours d'eau, dans les petits ruisseaux, etc. Vous aviez de quoi vous... J'avais emmené votre matériel. Oui. Et un beau jour, je
sur une route toute droite en montagne, une petite route Oui. toute droite en montagne. Je dois arriver au loin, un gendarme en bicyclette. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Si je fous le camp dans la forêt, il va me courir après. Puis j'ai dit non. Et quand le gars, il était à 10 mètres de moi, j'ai levé la main comme ça et j'ai hurlé « Heil Hitler !» Le type a passé à côté de moi tout lentement en faisant... Et Hitler, et puis il est parti. C'était un réserviste, c'était Réserviste c'était allemand, autrichien. un Autrichien réserviste qui a dû se dire ça c'est un mordu. Hein. En Asie, tout ce qu'on veut, alors il n'a pas tellement fait Il ne attention. s'est pas arrêté. Il s'est pas arrêté. Et puis j'ai continué comme ça. Oui. Et je marchais surtout de nuit. Hein. Oui. Je dormais où je pouvais, sous un abri, n'importe comment. Et un beau soir, c'était la 4e nuit, je crois. J'étais dans un endroit où il fallait passer sur une petite route parce que des deux côtés, il y avait un petit cours d'eau et des deux côtés, il y avait des hautes montagnes. Et là, tout d'un coup, un type braque une lampe sur moi et puis il me dit halte. Et puis ils m'ont arrêté. Ils étaient plusieurs. Là. Ah, il y avait un commando. On m'a dit que c'est un endroit où tous les prisonniers de guerre qui s'évadaient devaient passer parce que les montagnes autour étaient tellement hautes. Ils surveillaient, ils les prenaient. Mais pendant ces jours-là, où vous êtes en Azerbaïdjan, vous logiez comme ça, même la nature, donc n'importe où. Pendant les 4 jours? Oui. Oui. Vous logiez à même le sol. Sous un arbre. Sous un arbre. Une fois, c'était quand il pleuvait sous une meule de foin. Et vous n'avez pas rencontré d'autres personnes, des gens? Je rencontrais des gens. Passé inaperçu. J'ai même passé dans un village où il y avait un commando de prisonniers de guerre français qui partait au boulot. J'ai pas fait de signe, enfin, ils se sont peut-être rendus compte que c'était quelqu'un qui avait... C'est ça, oui. Donc vous êtes repris et vous êtes ramené où? Alors là, j'ai passé la nuit là-bas chez les gendarmes et puis le lendemain, ils m'ont emmené à la prison de Mariazell. C'était loin du... Non, c'était à 400 km. Mariazell, c'est Maria, M-A-R-I-A-Z-E-2-L. Et là, ils m'ont mis en prison. Ils m'ont mis dans une prison. C'est un petit village, c'est le Lourdes autrichien. J'avais une toute grande pièce, avec WC, tout ce que vous voulez, et pendant 2-3 jours, c'était une servante du restaurant en face qui venait m'apporter la nourriture. Elle ne rentrait pas, il y avait un petit guichet dans la porte, elle me l'apportait. Et vous l'apportez. Pendant ces 2-3 jours. Puis un beau matin, il y a une sentinelle baïonnette de canon qui est venue me chercher, et qui m'a ramené au Stalag à Vienne. À Kaiser. Alors, on a... Vous avez été ramené au baraquement 26? Non, on a été ramené, j'ai été ramené à Vienne d'abord. Oui. On a traversé Vienne en tramway, parce que nous arrivions à la gare. Vous êtes passé à Vienne. Comment? Vous êtes donc passé à Vienne. Oui, oui. On arrivait à la gare de l'Ouest, et il fallait reprendre le train à la gare de l'Est. Vous étiez avec vos gardes d'abord? J'étais juste avec une sentinelle baïonnette au canon. Qui avait mission de vous ramener? Qui avait mission de ramener au Stalag. Et on est monté dans un tram, derrière à la plateforme, et c'était plein, il y avait énormément de monde, très serré. Alors il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce que c'est que ce gars-là, parce que je m'étais remis, j'avais enlevé. C'est ça. J'étais de nouveau. Vous étiez comme de ça. nouveau en tenue militaire, tenue militaire qui avait été nettoyée le premier jour. Ils ont demandé, il y en a un qui a demandé qu'est-ce que c'est que ce gars-là que vous emmenez là. Alors on lui a dit c'est un prisonnier de guerre français qui s'était évadé. Et à cette époque, les cigarettes étaient rares comme presque introuvables. Et alors j'ai vu le Wattman, l'employé du tram, oui, qui passait comme ça chez les gens, etc. Et puis quelques minutes après, il vient vers moi, il se tourne comme ça, il tend sa main, elle était pleine de cigarettes. Ah oui, il avait comme ça des Il avait collecté chez les gens en disant... Qui tapait une cigarette pour... parce que... Donc il savait que vous étiez évadé, vous avez tenté, tout le monde le savait. On ne savait pas que j'étais juif, mais on savait que non, j'étais... on le savait.
Et alors vous êtes donc réintégré, vous allez aller où alors parce que Alors, vous parlez je commando forestier. Alors attendez, Il y a eu je autre chose je rentre entre-temps. au Stalag Le Stalag. et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait, le lendemain, il y avait un convoi qui partait pour le camp de représailles de Ravarouska. J'y ai échappé parce que C'était beaucoup plus dur, sans doute, hein. je n'avais pas encore passé un jugement. Et à vrai dire, le jugement N'a jamais eu lieu. n'a jamais eu lieu. On m'a collé 15 jours de cellule. C'était votre punition pour avoir tenté de... 15 jours de cellule. Alors une cellule qui était grande comme 2 fois cette table à peu près. Oui. Et C'est assez étroit quand même. où on avait à manger, on avait une soupe tous les 3e jours. Et les autres jours, on avait du pain, un morceau de pain et de l'eau. Dans la journée, c'est tout. C'était pas grand-chose. Hein. Et Vous étiez seul dans la cellule? J'étais seul avec un sous-officier serbe. Ah bon. Et vous avez pu communiquer avec ce Oui, sous-officier? bonjour. Il parlait pas un mot de français, pas un mot d'allemand, pas un mot d'anglais. Alors, c'est les 3 langues que Mhm. parlait, pas un mot de ces 3 langues. Des gestes? Des gestes. Déjà, il est un jeune, c'est un officier. Oui, de mon âge, quoi, Votre âge, sous-officier 25, serbe, 25 ans, type très 30 ans. sympathique, mais question de causer. Non, vous ne pouviez pas. Hein. Et après les 15 jours, quand je suis sorti, on m'a Oui. emmené à l'infirmerie parce que j'étais très mal au point. Oui, vous étiez amoindri, vous aviez Ah, maigri, amoindri, hein, vous oui, aviez... oui. hein, certainement. Hein. Donc Et vous puis- étiez à et puis- l'infirmerie. Et puis là, Oui. quand je suis sorti, après, on m'a mis dans une baraque de sous-officiers. Oui, puisque vous étiez sous-officier. On m'a mis dans une baraque de sous-officiers, une baraque qui était bien, Oui. où on couchait à 8, je crois, dans une chambre avec des lits superposés. Hein. Les sous-officiers, ce n'était pas des juifs. Hein. Non, non, C'était non, non, général, non, non, général. on ne s'occupait pas des juifs ou pas C'était- juifs. Oui, on vous a mis dans une baraque de sous-officiers. Dans D'ailleurs, une on baraque de ne faisait pas sous-officiers. attention si... Et- Donc vous avez été avec eux. Et là, eux. là c'était bien. C'était bien. On était bien parce qu'on jouait aux cartes, on avait une nourriture à peu près convenable. Et un beau jour, on nous a dit, eh ben, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que vous alliez au boulot. Parce que normalement, les sous-officiers n'étaient pas obligés de travailler, C'était les soldats qui travaillaient. les soldats. Hmm. On nous a dit, il faut que vous alliez au boulot, on va vous trouver des places convenables. C'est ça. Et si vous n'acceptez pas, vous retournerez dans des baraques écuries. Mais Comme on avait au oui, mais commencement. auparavant, vous n'étiez pas, puisque vous avez dit que les sous-officiers ne travaillaient pas auparavant, vous n'avez pas pris sur le critère de sous-officier puisque vous travailliez. Ah non, les juifs n'étaient pas sous-officiers, il n'y a pas de sous-officiers juifs. Oui, mais vous l'étiez. Oui, mais je l'étais, mais Ça ils n'ont comptait pas pas. accepté, ça ne comptait Ça pas. comptait pas, c'est ça, ne c'est pour ça que vous comptait avez pas. travaillé. Comme juifs, on était... Voilà, on d'accord. était- Oui. Et il n'y avait pas d'officiers. Non. Non. Si c'était à Lübeck, je crois. Les Oui, officiers, ils ont été il regroupés. y avait l'OFLAG 17A, L'OFLAG, 17A. l'OFLAG 17A qui n'était pas très loin, les officiers étaient là-bas. Voilà. Donc, vous êtes regroupés là. Et alors, c'est là qu'on peut passer maintenant le Non, non, commando. Pas encore le commando encore. forestier, non. Non. Alors là, on nous a dit, si vous n'acceptez pas de partir au boulot, on vous met dans les baraques écuries, où on est couché l'un à côté Voilà. de l'autre. Vous etc., teniez pas. etc. Alors, presque tout le monde a accepté. Et de travailler. Et qu'est-ce que vous avez fait alors comme travail Et moi, on m'a envoyé à Bruck-an-der-Leitha, c'est-à-dire à 7 km de là. C'est donc le village alors. Oui, une petite ville, non, c'est une petite Donc ville. ça s'appelle Bruck-an-der-Leitha. Bruck-an-der-Leitha, d'accord. Oui. Et là, je devais m'occuper avec un soldat allemand du commando, enfin c'est pas un commando, où tous les prisonniers, où on ramenait les affaires déchirées et abîmées de tous les commandos, et où on leur donnait de l'habillement réparé. réparé ou neuf. Ça dépendait. Donc il fallait les repriser, les... Non, c'est pas nous qui le c'est pas faisions. vous. Nous, on faisait qu'on recevait Les habits. les habits et on leur donnait des habits réparés. Ah, c'est ça. Réparé Donc, vous ou aviez du personnel, des femmes peut-être Non, non, travailler, on avait juste le schleu et moi. pour s'occuper de leur donner des habits neufs. Oui. Et Et, vous, oui. et on les classait après, puis on les envoyait dans des dépôts.
Mais vous saviez qu'il réparait les... Non, on les d'accord. expliquait, et l'expliquait. c'était très bien. C'était très bien fait. Non, mais c'était très bien, cette place, c'était merveilleux. Parce que le matin, je partais de mon commando, et dans ce commando, n'est-ce pas, c'est un commando où il y avait une centaine d'agriculteurs qui travaillaient, qui tous les matins allaient chez leurs paysans. Et des agriculteurs... non juifs. Non juifs. Non, mais je veux dire les Français. Les Français. Voilà. Ils avaient été sélectionnés en fonction de leur métier, alors? Non, même pas. Agriculteurs, donc oui. Ils allaient tous les matins chez leurs paysans et ils revenaient le soir. Et ils étaient les paysans, alors? Oui. C'est ça, dans leurs tâches quotidiennes. Oui. Et nous, les sous-officiers, dont un aumônier militaire, nous étions dans une petite chambre à l'entrée du commando, et nous avions une certaine liberté, nous pouvions sortir, les sous-officiers pouvaient là, sortir. Vous avez parlé d'un aumônier, oui, militaire, c'était qui? Vous hein? vous souvenez? Qui c'était cet aumônier, non? Et il n'avait pas un rôle précis, si? Ah ben si, il était aumônier. Hein. C'est-à-dire qu'il s'occupait du culte, non? Oui, il faisait la messe le dimanche. La messe le dimanche, c'est ça. Le dimanche. Mais c'était pas tous les dimanches, c'était pas une fois par mois? Non, peu importe ça. Enfin, donc vous travaillez... Je sais, j'ai appris en captivité la mort de mon frère. Oui. Oui, vous n'avez pas dit au départ, là, quand je vous ai... un petit peu... Vous avez donc, quand vous étiez donc à Strasbourg, vous aviez donc des frères et sœurs. Oui. En 39, vous aviez plusieurs frères et sœurs. Oui, 5 frères et sœurs. Oui. Et donc il y en a qui ont été aussi prisonniers comme vous? Non, ils étaient tous plus jeunes que moi. Ah, c'était le plus âgé. Donc certains n'étaient peut-être pas en âge de porter les armes. Certains ont été dans l'armée après, en fin 44-45. Oui. Et j'ai appris qu'un de mes frères était mort. Il était dans un camp? Non, il était mort. Ma mère me l'a annoncé. Oui. Et alors ça m'a fait un choc. Hein. Et alors l'aumônier m'a dit, écoute mon petit vieux, si tu veux, je vais faire une messe. Oui. En sa faveur. Alors je lui ai dit, écoute, non. Il ne tient pas. Non, je ne tiens pas. Alors, je ne sais pas s'il a compris ou pas compris. C'est ça. Il n'y a pas eu de messe. Il n'y a pas eu de messe, oui. Il n'y a pas eu de messe. Et alors donc, tous les jours, j'allais tout seul, à pied. À cet endroit-là où je travaillais. Et ça vous plaisait? Ça ne me déplaisait pas. Non. C'était en quelle année, comme ça, si vous vous souvenez? Ah bah écoutez... je ne me souvenais pas, ça fait rien, d'après vous, comme ça. Je me suis évadé fin 41. Fin 41. Ça devait être commencement 42. Oui. C'était presque à l'époque de Stalingrad, parce que je passais tous les jours devant un grand magasin. Oui, parce que justement, l'actualité, vous étiez au courant. Je passais devant un grand magasin pour le patelin, et il y avait rien à vendre dans les vitrines. Il y avait une énorme carte des opérations de l'Allemagne. Et tous les jours, ils mettaient des petits choses. Et puis un beau jour, ils n'ont plus avancé, ils n'ont plus mis de machin. Oui, donc et quelques jours après, la carte a disparu. Oui, donc c'était au moment de Stalingrad. Donc ça pouvait être en novembre 42, la reddition c'est en janvier 43, Paulus. Hein. Donc ça pouvait être fin 42, début 43, hein. C'est possible, oui. Parce que souvent vous ne saviez même pas... Et alors, là, à ce commando, là, dans ce atelier-là, où on recevait les camarades qui venaient, eh ben, il y en a beaucoup, il y en a certains dont leur patron écoutait la radio étrangère. Pour vraiment savoir ce qui se passait. Alors comme ça, j'avais énormément de renseignements. Oui, parce que vous compreniez très bien. Hein. J'avais énormément de renseignements, et en plus de ça, je lisais tous les jours le Völkischer Beobachter, qui était le journal allemand. Et ce qui fait que chaque soir, quand les gars revenaient du commando, ils vous demandaient, non? D'autorité, ils venaient dans notre chambre, et je leur faisais un exposé presse. Aux camarades qui rentraient du... Je leur disais, voilà ce que disent les Allemands, voilà ce que disent les Anglais, voilà ce qui se passe, etc. Ça, des fois, ça remontait le moral, non? Tous les soirs. Non, ça remontait pas le moral, des fois, de savoir que... Oui, ça leur faisait beaucoup de bien. Oui, parce que c'était long quand même. Hein. Et j'ai eu le tort de parler d'une évasion à quelqu'un. D'une évasion, de votre évasion? Je voulais de nouveau m'évader.
Ah, vous aviez l'idée de vous évader, vous avez eu tort d'en parler à quelqu'un. Et je vous dirais qu'en plus de ça, nous mangions tous les jours. J'allais manger dans un restaurant avec d'autres Français. Mhm. Restaurant, la table était réservée aux prisonniers de guerre, là. On mangeait tous les jours là. Et un jour, l'adjudant allemand est venu et nous a dit, à ce moment il ne s'occupait pas du tout des Juifs, Oui. il nous a dit, écoutez, Oui, oui. on va vous proposer une liberté presque totale. Chacun de vous va être nommé dans un commando et il remplacera la sentinelle allemande. Son seul travail, ce sera s'il y a un problème, s'il y a une évasion, signaler. de le signaler. Alors évidemment, nous avons tous refusé. Oui, parce que c'était un peu être considéré comme le mouchard, quoi. Donc ça, c'était Non, mais difficile. il nous aurait donné une chambre à l'entrée du commando et on pouvait sortir comme on voulait, etc. Mais être le mouche, être le... Moi, plus que les autres, puisque je savais qu'un jour il retrouverait C'est ça. que je suis juif, etc. Et ce qui devait arriver arriva, un salopard Vous a dénoncé. m'a dénoncé. Mhm. Un salopard m'a dénoncé. Il a dit que vous vouliez tenter de vous enfuir. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a En dit. tout cas, un beau jour, une sentinelle, baïonnette au canon, est venue, Mhm. m'a ramené au stalag, Oui. qui n'était qu'à 7 km, et de là, on m'a expédié dans le commando juif, 300, je ne sais pas plus comment il était, à Münchendorf, Münchendorf. à côté de pas loin de Vienne. Donc, encore une fois, donc à Münchendorf, ce Oui, commando juif, c'est un commando important, je veux dire, de juifs. Aussi important que Non, la non, baraque pas autant. 26. Une cinquantaine. Non, une cinquantaine. Une cinquantaine. Donc c'était moins nombreux. Hein. Une cinquantaine, vous avez un document d'époque, une photo de... Ça c'est quand j'étais dans le commando chrétien, Lequel, c'est-à-dire le... là, à Bruckenderleiter, là, où j'étais le commando magasin mixte, d'habillement. vous appelez le... Ah oui. Et ça, c'est des... Il n'y a que moi comme juif. Je ne sais Ouais. pas si vous me reconnaissez. Vous êtes le plus grand, non? Non, c'est pas vous. Non, attendez voir. Je regarde. Oui, donc vous êtes là. Bah, il me semble que c'est vous qui êtes le plus grand, non? C'est pas vous le plus grand, non? Je sais pas. Le plus grand, non? Je vous laisse regarder, vous savez, je suis... L'avant-dernier, le plus grand, là. Oui. L'avant-dernier. Oui. là. Ah, d'accord. Oui. Ah, oui. Et là, celle-là, c'est d'avant, hein? Avant. Oui. Oui, là c'était. On voit déjà que vous êtes plus mûr, déjà votre regard, je trouve que quand même ça a évolué, on voit quand même, Oui. hein, je Oui. crois. Hein, vous avez déjà plusieurs années de camp. J'ai l'impression que ça se voit. La Oui. photo le témoigne un petit peu. Donc vous êtes dans ce commando juif. Et qu'est-ce que vous allez faire, puisque c'est un autre commando? Et bien là, on dépendait À d'un Münchendorf, chose hein. forestier. Oui, On avait un jardin forestier oui. dans lequel on plantait toutes sortes d'arbres et surtout des peupliers. Mhm. Et notre travail surtout, c'était de faire des plantations de peupliers Oui, dans la plaine oui. afin d'empêcher le vent d'abîmer les moissons, parce qu'il y a beaucoup de vent Oui, dans cette un rôle région. protecteur. Un rôle protecteur. Donc vous avez planté, Planté des peupliers donc toute la journée. Là aussi, c'était des conditions de logement, des lits superposés. sans Oui, doute. c'était des lits superposés, c'était Oui. pas vraiment affreux. Vous étiez aussi, je suppose, ravitaillement 2-3 fois par jour. Comment ça se passait? Ouais, on avait Non. une soupe à midi, Soupe à une midi. soupe à midi et une soupe le soir. Et le matin, rien? Café au lait. Café au Café lait. Café. Café et puis du pain. Du pain avant de partir donc Ouais. travailler pour Ouais. et vous sortiez donc de votre comment dire baraquement pour aller travailler, donc C'est ça. Oui. en groupe, et vous alliez En groupe. donc sur Oui. dans la plaine, comme vous avez dit, vous alliez travailler.
Là, Et je là, moi, je travaillais dans un jardin forestier qui se trouvait à 3-4 km d'un aérodrome. Et il y a eu des histoires, on a eu des alertes. Hein. Chacun s'était creusé. Hein. C'est des alertes, les Anglo-Américains Oui, qui, les Américains. qui bombardaient. Qui bombardaient. Et est-ce que là, puisque c'était un commando juif, est-ce qu'il y avait une vie juive, ou un semblant de vie juive, ou quelque chose qui pourrait dire que qu'il y avait une spécificité juive? Je ne sais pas, je pose la question. On tenait les fêtes. Oui, par exemple, vous jeûniez en travaillant? Moi, j'ai jeûné chaque année. Chaque année, vous avez jeûné? Sauf, j'ai fait une seule exception. Oui. C'était quand j'étais en tôle. Oui. Les 15 jours. C'est ça. Parce que le jour où il y avait une soupe, tous les 3 jours, il y avait une soupe chaude. Hein. Oui. Les autres jours, c'était pain et le jour de Yom Kippour est tombé sur le jour où on avait la soupe. Alors j'ai fait un arrangement avec le Seigneur. Je lui ai dit, je jeûnerai la veille ou le lendemain, je jeûnerai complètement, mais ce jour-là, je mangerai parce que je sens qu'autrement... C'est ça, vous ne tiendriez pas. Donc vous, par exemple, entre vous, donc vous jeûnez, ou d'autres signes, il y en avait une partie qui jeûnait, d'autres non jeûnaient. Sinon, vous essayez, je ne sais pas, qui, je dis pas prier, ça m'étonnerait, vous n'avez pas prié, hein. Non. Certainement pas. Non. Mais disons, on se sentait juif quand même. Oui. Entre vous, vous discutiez. Et alors, dans ce commando, on était 2 tiers de Français et 1 tiers de Polonais. Ah oui. De Polonais qui avaient été faits prisonniers par les Russes, par les Allemands, oui, en 39, en 41, ils avaient été faits prisonniers, oui. Et ils étaient polonais 100%, ils ne savaient pas un mot de français. Hein. Oui. Ils parlaient que le russe. Il y avait un ingénieur, entre autres, qui parlait qui était très bien l'anglais. Plus intellectuel. Il y avait entre autres un adjudant polonais, même. Panier, ça veut dire monsieur en polonais. Qui était donc juif, hein, des juifs polonais, donc ils s'en sont sortis. Oui. Et ça, vous êtes resté combien de temps? Ça se situe en quelle année, ce commando juif? Entre 43 et jusqu'à la libération? Jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à avril 45? Jusqu'à Pâques 45. Jusqu'à Pâques 45. Et alors donc, au niveau du travail, vous travaillez à peu près combien d'heures par jour, pour avoir une idée? On partait le matin, on devait commencer à 8 heures et on arrêtait l'après-midi à 5-6 heures. Et vous mangez là-bas? On nous apportait la soupe là-bas. Il y avait donc c'était les Français qui cuisinaient? Non, on avait des cuisinières. On avait 2 cuisinières qui s'occupaient de nous. Pas français, c'était des Autrichiennes. Oui. Et on nous apportait la soupe dans des bouteillons. Vous les connaissiez, donc souvent. Et au niveau soins, quand on avait un problème, vous y alliez où? Par exemple, je ne sais pas, un problème de dents, ça devait arriver, ou un problème d'une appendicite. Problème de dents, moi je sais que j'ai aujourd'hui des fausses dents en haut, parce que je n'ai pas pu aller chez le dentiste. Parce que quand on allait chez le dentiste, il arrachait, c'est tout ce qu'il faisait. Oui, non, mais vous ne teniez pas votre mesure, il fallait vraiment que ça vous fasse souffrir. Donc il n'y a pas 45 dans ce commando juif. Et le temps vous semblait pas trop long quand même. Je veux dire, le moral, parce que c'est quand même long 50 ans, surtout à la fin. On était au courant que ça allait changer. Et on voyait tous les jours les avions américains qui arrivaient, etc. On était très au courant. Par exemple, le 6 juin 44. Le 6 juin 44, moi j'ai un camarade qui s'appelle Julien Lévy. Oui, d'ici. Qui vit encore. Julien Lévy. Qui est assez malade. Oui. Enfin, je lui ai causé un peu l'autre jour au téléphone. Oui. Qui m'avait bricolé. Oui. Dans une boîte de pâte dentifrice grande comme ça. Il m'avait bricolé avec une galène. Il m'avait bricolé un appareil. Il avait trouvé dans les ordures un casque. Et tous les matins, je pouvais écouter les nouvelles allemandes. Oui. Donc tous les matins. Tous les matins, j'allais au WC. Et vous les écoutiez, donc vous saviez que ça changeait quand même. Même vous faisiez la différence entre la propagande, certainement.
Oui, Pour faire la différence entre le triomphalisme et oui, et puis la on réalité. lisait les journaux allemands, on voyait bien. Toujours le Völkischer Beobachter, notamment. Et on recevait notre journal, enfin celui-là ne parlait pas du tout de politique, le torche de cul, je m'excuse Oui, de oui, l'expression. oui, oui. Comment il s'appelait ce journal On n'est pas gardé d'ailleurs. Ça fait rien. Parce qu'il nous servait uniquement pour aller au WC. Oui. Bah oui, Parce qu'on n'avait pas beaucoup de papier. Non. Hein. Non, bien sûr. Oui. Oui. Je sais que par exemple le 6 juin, hein, Oui. j'avais été aux toilettes. Hein, oui. Et je suis revenu, j'ai dit aux copains, Banania. Vous savez ce que ça veut dire, Banania? Non, qu'est-ce que ça... Non, Banania, c'est une marque de... Je sais pas si ça je existe sais. encore. Si. Et le réclame, c'était toujours Yabon. Oui. Yabon. Yabon Banania. Alors quand je disais Banania, ils savaient ce que ça voulait dire. Oui, ça voulait dire que c'était bon pour les Alliés. Oui, c'était bon pour les Alliés. Avant de passer à l'arrivée des Américains, vous avez parlé des colis. C'est la Croix-Rouge qui s'occupait de vous envoyer des colis, ou est-ce qu'il y avait des rapports entre l'extérieur et la vous, famille avait le droit de vous écrire? La famille avait le droit de 2 lettres par mois, je crois, et aussi 2 colis par mois. Vous avez reçu beaucoup de colis et de lettres, non? De vos parents, de votre famille, de vos frères et sœurs, je régulièrement, ne sais on pas. leur écrivait régulièrement. Donc 2 lettres par mois. Je crois que c'était 2 lettres par mois. Et 2 colis. 2 colis. Je ne Donc, peux pas le garantir. oui, non, mais enfin, vous avez donc reçu quand même des colis. Oui. Alors à un moment, là, quand ça commençait à marcher mal, là, on n'en recevait plus. On a reçu quelques colis de la Croix-Rouge aussi. C'est donc des Allemands, mais c'était remis Croix-Rouge par la française. Qui venaient au camp? Non, qui envoyaient des colis. Puis c'était un service allemand ou autrichien qui vous distribuait. C'est ça. Et vous le distribuez. Et alors à Noël, on recevait. Oui. À Noël, colis vous êtes offert pour Noël par l'État. Ah, vous receviez avec la Francisque. C'est ça. Ça, c'était à l'intérieur du colis ou dessus sur le... Non, à l'intérieur du colis. À l'intérieur du colis. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les Polonais recevaient de très beaux colis. D'où de Pologne? D'Angleterre et d'Amérique. De très beaux colis. Oui, parce qu'il y avait des forces polonaises autour de Gaulle à Londres. Ils recevaient beaucoup plus de colis que nous, à la fin. Au commencement, ils recevaient presque rien. Quand nos familles nous envoyaient des colis, mais à la fin, ils recevaient de très beaux colis, de cigarettes, de Nescafé, tout ce qu'on pouvait. C'est ça, oui. Et est-ce que vous fabriquez des fois des objets vous-même? Vous avez dit que vous jouiez aux cartes. Bon, il fallait occuper le temps. Vous jouiez beaucoup aux cartes entre vous. Parce que les fins de semaine, on faisait sa lessive. Il y avait un dimanche où vous ne travailliez pas. Donc vous faisiez votre lessive, vous écrivez, vous jouiez aux cartes. Qu'est-ce que vous pouviez encore faire? Certains, non, ça c'est pas le commandement juif. Chez les autres, vous allez à la messe. Est-ce que vous aviez un office? Non, il n'y avait pas d'office, comme il y avait le curé. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'aumônier juif. Ou quelqu'un de plus religieux. Parmi les juifs, quelqu'un qui était un peu plus religieux, non? Non, pas spécialement. Pas dans mon commando. Pas dans votre commando. Peut-être dans d'autres commandos. Oui. Mais je vous dirais que le curé du village de Münchendorf, le dernier, là, du dernier commando, et il ne s'était pas du tout intéressé pour nous. Et ça devait être en 44. Oui. Il nous a envoyé des vœux le jour de Rosh Hashanah. Et je crois même qu'il nous a envoyé des biscuits. Oui, donc il n'y avait pas d'animosité le curé du Patelin, non. Non, parce qu'on m'a dit, des personnes que j'ai aussi interviewées comme vous, on m'a dit que c'est incroyable, à la limite, qu'il y ait eu des juifs déportés qui sont morts dans d'affreuses conditions, et là que les soldats autrichiens ou allemands n'avaient pas d'animosité, on m'a dit, particulière vis-à-vis des juifs, au contraire, même parfois... et je vous dirais en outre que nous préférions avoir affaire à des sentinelles rhénanes plutôt qu'à des sentinelles autrichiennes. Pourquoi? C'était plus dur? Parce que les Autrichiens étaient beaucoup plus durs jusqu'à Stalingrad. Jusqu'à Stalingrad.
Et après, ils ont évolué. Ils ont changé. Ils ont vu que Ils ont c'était vu perdu. qu'ils l'avaient là où je pense. Et Ils ont eu peur après-guerre, peut-être. Ils ont- voyaient leur intérêt. ils ont été beaucoup plus Gentils, souples. Mais avant, les sentinelles rhénans n'étaient plus. C'était le règlement, mais ils étaient plus aimables. Plus aimables. C'était Plus compréhensibles. une question de région aussi. C'était une éducation, sans doute. Hein. Tandis que les Autrichiens, comme dit, ils ont évolué après, quand ils ont vu que... Voilà, c'était opportuniste. Oh, C'était opportuniste, tout à fait. La libération donc est arrivée en avril 1945. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé Vous avez vu les Américains Comment ça s'est passé? Eh bien, nous étions donc à Münchendorf, pas que Oui. là on travaillait, et les Russes étaient à 5 km. Ça tirait. Le village n'a pas été bombardé, mais ça tirait. Tous les civils étaient partis. Et même nos sentinelles étaient partis. On était seuls dans les colonies. On était libre. Vous avez décidé de rester dans le camp? Alors il y a des camarades... On dit on part. Non, Non. partir c'est trop long. Des camarades qui ont dit, nous on va se planquer dans les granges et partout, surtout les Polonais, et quand les Russes seront là, on sortira et on dira, etc. On est prisonniers. Et ils ont eu tort parce qu'ils ont été beaucoup plus malmenés que nous. Parce que Quand les Russes sont arrivés, c'était méfiant. ils étaient très méfiants. Et les Français, alors, les Polonais, ils les ont libérés Bien après. Et quant aux Français, ils les ont emmenés et ils sont partis sur Sébastopol et ils sont rentrés en France 2 mois après nous. Lesquels vous m'avez dit là, Les Français, les Français. Qui se sont planqués, qui ont voulu attendre Voilà. les Russes. Et dans ce commando, vous m'avez dit que c'était des soldats juifs, il y avait toutes sortes, hein, des soldats, des sous-officiers. Il y avait soldats et sous-officiers. Sous-officiers. Donc juifs et polonais. Juifs et polonais. Juifs français et juifs polonais. Donc ils sont arrivés, vous m'avez dit russes et américains. Et donc vous avez vu d'abord les Américains ou les Russes? Ou ni l'un ni l'autre? Alors donc on était dans ce commando, tout seul. Il y en a qui sont allés se planquer. Et en fin de compte, un officier est venu, un officier allemand, et il a dit, allez en route, on vous emmène. Alors on s'est mis en colonne, on a même pris une voiture, et il y avait un vieux cheval, on l'a emmené, on a chargé nos pactages dessus, Oui. et on a commencé à descendre, à remonter le Danube jusqu'à la frontière. À pied, tout ça. Hein. À pied. On couchait dans les champs. On faisait pas Tous les jours, vous marchiez. Une fois, on a pu coucher dans une usine. Marchiez combien? On marchait 30 km, toute la- 40? je sais pas. Non, vous marchiez. Et alors, on pouvait, parce qu'on avait presque rien à manger, une soupe par jour, alors on pouvait aller, on risquait, mais enfin, on allait dans les fermes, on foutait le camp un peu, dans les fermes, et ils nous donnaient des œufs, des trucs. Les Autrichiens. On a longé le Danube de Vienne jusqu'à la frontière bavaroise. Ça vous a fait quelque chose quand vous avez vu les Américains? Sans doute? Attendez, nous Non, n'y sommes non, pas vous encore. savez pas encore. Alors tous les jours, notre colonne Avancé. avançait, et tous les jours, le commandant, un major, commandant allemand, nous dépassait dans un fiacre ouvert, avec une très belle femme à côté de lui. Vous savez, la femme ne regardait pas parce qu'on ne s'intéressait pas aux femmes, on s'intéressait à la nourriture. Bien sûr, survivre. Hein. Alors tous les jours, il passait devant nous, il remontait la colonne, puis il allait coucher dans le wagon. Et ça a duré comme ça pas mal de jours, on couchait dehors, et en fin de compte, on est arrivé à un petit patelin, je ne me rappelle plus le nom, qui se trouve à la frontière entre la Bavière et l'Autriche. Et là, on nous a dit, ben là, vous allez dans les granges, etc., vous allez vous installer là. On s'est installé là, et il y avait quelques sentinelles allemandes, et puis quelques jours après, on nous a dit que les Américains avaient déjà dépassé l'endroit où nous sommes. Alors on a envoyé quelqu'un, et une jeep est arrivée avec le lieutenant américain. C'est le premier contact. Premier contact. Et après, il y a d'autres Américains qui sont arrivés. Et alors,
Ils sont adressés à un représentant Comment? Ils sont adressés à un représentant de votre groupe ou Non, ils ont demandé qui est-ce qui parle anglais. vous avez levé le doigt? J'ai levé le doigt. Bon, Charlie, vous êtes interprète. Ça y est, en anglais, vous êtes interprète. Un interprète. C'est la deuxième fois que vous étiez interprète alors. Le soir, j'ai couché dans un bon lit. Et dans une ferme. C'est ça. Où j'avais et je vous avouerai que j'arrivais pas à dormir. Ah oui, c'est pas... Puis en fin de compte, je me suis couché par terre sur la carpette et j'ai très bien dormi. Oui. Ne pas dormir dans un lit. Non, vous avez plus l'habitude aussi. Alors on s'est occupé, on a réquisitionné des trucs, etc. Et le troisième jour, Du mois d'avril, non? que les Américains étaient là, il y a le lieutenant qui me dit, Charlie, est-ce que vous avez envie de venir? Il y a le burgomestre du Patelin à côté, Merde. le maire, qui était très anti-nazi, qui nous reçoit à la mairie. Est-ce que vous voulez venir? J'ai dit avec plaisir. Donc j'ai été dans une grande salle, deux, trois fois aussi grande que cette pièce, quoi. De la mairie, alors, oui. On a eu un très bon repas. Et vous savez qui était ma voisine? Non. La jolie femme Du... qui était avec le commandant américain. Oui. Il avait été fusillé le matin. Avec et le elle était commandant déjà allemand, vous voulez dire? Oui. Vous avez dit américain. Et il a allemand. été fusillé, enfin il a été descendu Le deux, matin. trois, non, Le j'exagère, quelques jours avant, et elle était déjà la maîtresse du commandant américain. Oui, donc c'est une putain qu'en fait. Hein. C'était une belle de nuit de Oui, Vienne. de Vienne, oui. Et alors, quelques jours après, on nous a dit, les sous-officiers, là, on va vous emmener, j'ai emmené en jeep à l'aérodrome de Linz, et vous allez être rapatrié En France. en forteresse volante. Parce que les forteresses volantes venaient amener du ravitaillement aux Américains, À Linz, alors. à Linz, qui est une grande ville. Hein. Ils amenaient du ravitaillement et ils repartaient à vide sur la France. Alors ils emmenaient des prisonniers. En même temps que le ravitaillement. Et donc des sous-officiers de tous ces de différents camps, alors. Oui, oui. Et alors, moi j'ai fait la connaissance d'un camarade de Wissembourg, pas un juif d'ailleurs, Oui. Tony, et on Dans était la, là. dans la forteresse. Non, dans le. Avant d'embarquer. On attendait les forteresses. Et il y a un lieutenant, prisonnier de guerre, bien entendu, qui me dit, dites donc, il y a dans le hangar, il y a un type qui sort de Mauthausen, qui ne peut plus marcher. Est-ce que vous voulez le mettre dans l'avion? J'ai dit, bien sûr, on va le prendre. On l'a pris dans Zénoa, on l'a pris, on l'a mis dans l'avion. Et dans l'avion, j'ai causé. On a causé avec le lieutenant. Il m'a dit, moi je lui dis, j'avais une fabrique de chemises, etc. Il m'a dit, mais moi j'étais sous-préfet de Célestat. Ah bon, vous savez comment là, vous savez? Perra, qui est devenu après préfet du Bas-Rhin. Attendez, Perra, P-E-2-R... P-A-I-R-A. P-A-I-R-A. René Perra. Oui, j'ai entendu parler. Qui est devenu... Jean. Oui. Alors il m'a dit... était donc sous-préfet de Célestat. Oui, et il est devenu après-guerre préfet du Bas-Rhin. Et il a terminé... Il est encore en vie d'ailleurs, on correspond régulièrement. Donc lui aussi avait été interné lui comme... était dans un l'OFLAG 17 ans. Il était à l'OFLAG, et c'est pas un juif, n'est-ce pas? À l'OFLAG 17 à Lübeck, non, comment ça s'appelait au Patelin? L'OFLAG 17 ans était près de Linz. Oui, donc sous-préfet, préfet. Donc vous avez fait sa connaissance avant le départ des forteresses volantes. Oui, je ne savais pas qui c'était, c'est dans l'avion que j'ai appris que... Et il vit toujours, ce Jean Perrin. Il vit toujours, il est dans le midi à Nîmes, exactement, il correspond avec lui régulièrement. Et alors, on est arrivé à Orléans, alors qu'on n'était pas attendu, sur l'aérodrome d'Orléans, alors qu'on nous attendait à Donc Linz, Orléans. Vous avez fait ça en combien de temps? Oh, on a passé au-dessus de l'Alsace et j'ai demandé si on ne pouvait pas me donner un parachute pour sauter, on m'a dit non. Oui, vous auriez préféré quand même revenir. Quoique c'était en 44 tout cela. C'était pas 45. Pas 45.
Oui, oui, pas, oui, donc Après, donc, quelques jours c'était, après, oui, Pâques. c'était libéré. Enfin, pas de 45, oui. Alors, Donc vous êtes arrivé à Orléans. à Orléans. Et alors ce malheureux qui, mourant là, qu'on avait porté dans l'avion, De Mauthausen. Mauthausen, C'est un déporté, alors. un déporté, oui. Il nous a, quand on est sorti de l'avion, sous l'aile de l'avion, il nous a demandé de chanter la Marseillaise. Ce que nous avons Vous bien avez entendu fait. faire. Vous étiez combien? Vous étiez plusieurs quand même, vous étiez nombreux. Alors dans l'avion, on était, je sais pas, une cinquantaine, je sais pas, À peu près, comme ça, parmi les Et cinquantaine. on a été, après les cars sont venus, on nous a emmenés coucher dans le lycée de jeunes filles d'Orléans, où il n'y avait pas de jeunes filles d'ailleurs. Et le lendemain, on nous a emmenés en train à Paris. Paris, on a été au cinéma, et puis ensuite à la gare d'Orsay, où on nous a changé, on a pris on nous a examinés, les médecins nous ont examinés, etc. Puis on est revenu, on a pu revenir en train. En Alsace? En Alsace. Et alors je vous dirais que quelques années après, à la préfecture du Bas-Rhin, C'est ça. le préfet Perrin nous recevait, et il m'a dit, vous savez le gars que vous avez porté mourant dans vos bras? Oui. Je lui ai dit, oui, il est mort. Hein. Oui. Non, il n'est pas mort. C'est l'officier d'ordonnance du général de Gaulle, le colonel de Bonneval. Mais comment il est abouti à Mauthausen? Oh ben il s'était Évadé, oui, c'était évadé, oui. Colonel d'ordonnance donc du général de Gaulle. Il était l'officier d'ordonnance du général de Gaulle. Bah, vous l'avez aidé. Et je l'ai vu. Vous l'avez revu? Je l'ai revu, je lui ai écrit, il m'a dit quand je viens à Strasbourg avec le général, faites-moi signe, etc., etc. Vous l'avez revu? Et je l'ai invité au congrès départemental en 70 ou 75. Il est venu, et j'entretiens encore aujourd'hui avec lui d'excellentes relations. Ah, oui. D'excellentes relations. Oui. Oui. Et alors vous êtes revenu donc en Alsace, c'était donc en 45, c'était donc sans doute en mai, juin 45. Vous avez repris facilement vos activités ou il a fallu Très du temps? Très difficilement, ça a été très difficile. C'est-à-dire que c'était détruit ou Non, c'était pas détruit. Votre usine? C'était pas détruit, mais ils avaient installé dans l'usine des fabriques de moteurs des appareils de moteurs. Ça se trouvait où, si vous avez une idée comme ça? À Comment? Strasbourg, votre fabrique se trouvait Schiltigheim. à Schiltigheim. Vous voyez où c'est Schiltigheim? Oui, oui, très bien. Donc à Schiltigheim même. Près de la mairie, dans ce coin-là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là où il y a l'usine qui fabrique les caddies, vous savez. Oui, d'accord. Oui. Tout à fait, je connais. Oui. Dans ce coin-là. En face, juste en face. Donc en fait, il a fallu aussi reprendre la vie, c'était pas facile. Vous avez retrouvé un logement? J'ai retrouvé la villa vide. Votre villa où vous habitiez? Oui, la villa que j'avais fait construire à côté de l'usine. Et grâce aux Allemands qui ont fait un bon travail quand ils ont vendu les affaires des Juifs, j'ai pu retrouver pas mal de choses parce qu'ils avaient noté que la chambre à coucher a été vendue. À telle et telle. Telle et telle. Et ma chambre à coucher aujourd'hui encore est celle que nous avons achetée en 1932 quand on s'est mariés. Vous avez pu la récupérer? Ça n'a pas été trop difficile? Non, les gens... C'était compréhensif. C'était déjà bien, c'était pas toujours comme cela pour... Donc vous avez repris quand même au bout de combien de temps à peu près votre vie? 2 mois après, on a commencé à travailler de nouveau. On a dû vendre une partie des bâtiments. Quand vous dites on a dû vendre, c'était votre famille? Vous avez retrouvé des oui, proches? J'avais mes frères. Vous avez retrouvé vos frères? Vous avez parlé d'une sœur aussi, non? Oui, une sœur, mais enfin elle était morte. C'est ma femme. Oui. Donc votre femme, vous l'avez retrouvée à... Elle avait pu partir. Elle allait à Vichy, ensuite à Thonon. Et elle a pu, heureusement, parce qu'elle est suisse d'origine, rejoindre sa famille en Suisse. Et elle a fini les 2 dernières années en Suisse. Alors qu'elle a risqué complètement. Mais je voudrais vous dire une chose qui, à mon avis, est importante. Qui, à mon avis, est importante. C'est que la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande, c'est ça, a droit à mon respect. C'est l'armée allemande a empêché que les Juifs soient mis dans des camps de concentration. Ils
toujours refusé. Mais, Ils ont oui. toujours refusé Mais qui de livrer les Juifs Juifs aux nazis, au SS. Mais dans quelles circonstances les SS se sont montrés dans le stalag où vous étiez? Comment Dans quelles circonstances les nazis se sont manifestés? Et c'est parce qu'ils devaient venir à certains moments. Oui, non, nous n'avons jamais eu directement affaire à eux, mais dans le premier commando où j'étais à Buchenwald, il y a eu un incendie dans un château qui était près de notre commando. Et alors notre chef de commando a dit, vous allez aller aider Restaurer. à éteindre le feu, Éteindre l'incendie. à évacuer les gens. Et on y a été. Et comme seul travail, on a essayé de voler tout ce qu'on pouvait comme nourriture, il y avait des oranges, etc. On a quand même fait semblant d'aider un peu. Et le commandant du camp, un major, du stalag, est venu quelques jours après nous remercier pour le travail que nous avions fait en aidant Pour éteindre l'incendie. éteindre l'incendie et évacuer ce qu'on pouvait. Et il nous a dit, voyez-vous, on a toujours essayé de vous envoyer dans des camps de concentration, mais la Wehrmacht a toujours refusé, parce que pour moi, vous êtes des soldats pris les armes à la main, vous avez donc droit au respect à la chose de la Croix-Rouge, etc. Et ça, le commandant allemand nous l'a dit. Il s'appelait comment, vous savez? Ah, ça, je ne saurais pas vous dire. Vous Mais je saurais vous dire que dans le civil, il était directeur de l'American Express à Vienne. Oui, ça peut expliquer aussi. Il était très en relation, il n'était pas aussi imbécile, hein, je veux C'était dire. pas un nazi, il était directeur de l'American Express à Vienne, avant-guerre. Mais il nous a bien dit, Bien spécifié. l'armée a toujours refusé d'envoyer dans les camps de concentration les prisonniers de guerre. Oui. Ben, ça va dans le sens de ce que m'a dit M. Raymond Raphaël, la même chose. Oui. Lui aussi a du respect pour l'armée allemande, m'a dit que dans l'ensemble, ils étaient très respectueux des conventions de Genève, enfin, du statut de combattant. Est-ce que pour terminer, vous avez, je ne sais pas, une anecdote, ou avec le recul, je suppose que, puisque vous m'avez dit que depuis 1950, non, que depuis, oui, c'est ça, 1950, vous êtes le président de l'association, vous vous réunissez donc régulièrement depuis quand pour, par exemple, il y a des repas peut-être, ou des anciens, ou des... Non, notre association fait partie de la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre. Et elle a son siège à Paris, cette Fédération nationale. Et elle se trouve encore être la plus importante fédération d'anciens combattants en France. Mais, depuis une quinzaine d'années, nous avons pris avec nous les anciens d'Algérie, ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, parce que, autrement... Il y en aurait de moins en moins. Je vous dirais qu'en 1945, nous étions dans le Bas-Rhin 1200. 1200 anciens prisonniers de guerre. Et qu'aujourd'hui, nous sommes encore 180. Mais dans le Bas-Rhin. Dans le Bas-Rhin. Par contre, dans les autres départements, le Nord, par exemple, le Nord et le Pas-de-Calais, c'était des associations qui avaient 50 000. Oui, c'était beaucoup plus nombreux. Et qui aujourd'hui en ont encore 20 à 30 000. Maintenant, parce que dans le Bas-Rhin, 9 dixièmes des soldats ont été libérés. C'est ça. Il n'y a que les juifs et les officiers qui ont refusé d'être libérés. Parce qu'il y a des officiers... Quand vous dites les officiers non juifs, alors? Non juifs. C'est ça Parce que des officiers juifs, on n'en a pas libéré. Oui, c'est ça. Donc, ça explique aussi pourquoi il y en a pas mal qui sont juifs de l'association.
Il y a- On avait il dit y a- 80, 90 encore de nos jours, non? Comment? On avait dit qu'il y en a peut-être encore 80 sur les 180 de nos Oui, jours, à peu près. À peu près, À peu près. à peu près la moitié. Oui, Parce que à quand peu on, près. quand on regarde, il y a Oui. des Lévis en pagaille, il y a des Oui. païens en pagaille, il y a des- Oui.